Bonjour à toutes et à tous. Les documents qui nous intéressent aujourd'hui sont issus du fonds précieux des ducs de Bretagne, à un moment où ils sont encore quasi souverains et ils disposent d'archives absolument passionnantes. Tu parles des ducs, pourtant le texte concerne l'époque de la duchesse Anne de Bretagne. C'est la fille du duc François II du nom et elle vient tout juste d'être reine de France pour la 2e fois, en épousant Louis XII. Bois ça. J'étais bien plus heureuse avant d'être reine. La série de manuscrits qui retient notre attention est issue de l'Amirauté de Bretagne, c'est-à-dire l'institution chargée des affaires maritimes, qu'il s'agisse de la mer ou des rivages. Et comme les Bretons ne font rien comme les autres, il faut bien avoir en tête que le duc y conserve largement le contrôle de l'administration de la marine, et ce, même après la signature de l'édit d'union avec la couronne de France. On parle ici de la réunion officielle et perpétuelle du duché au royaume de France. En Bretagne, l'amiral n'est fait officier ducal qu'à la fin du XIVe siècle. Cela dit, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les affaires maritimes relèvent des juridictions ordinaires. Bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas très étonnant de trouver l'affaire qui va nous intéresser dans les 2 vidéos à venir au sein du trésor des chartes. Depuis la fin du XIVe siècle, ces archives étaient conservées au château de Nantes. La duchesse fait d'ailleurs réaliser un travail d'inventaire, avec des lettres désignant chacune des armoires et des caissettes. La légende dit que c'est la duchesse Anne elle-même qui a fait réaliser les cassettes servant à la conservation des chartes. Mais bon, une légende c'est une légende. Quoi qu'il arrive, notre chance dans cette affaire, c'est qu'on dispose de plusieurs documents concernant l'avarie d'un navire à la sortie du port de Morlaix. Dans un premier temps, je vous propose qu'on plante le décor, en s'intéressant au voyage en mer depuis l'Angleterre, aux gens de mer à Morlaix, qui est le port d'arrivée, et qu'on finisse par les risques encourus. Dans cette vidéo, on commence donc par le voyage aller. Dans un second temps, lors de la vidéo du mois prochain, on va s'intéresser à la lecture du texte évidemment, et au voyage retour également. Enfin, si on peut parler d'un voyage retour. Mais on va aussi parler du droit de brie, des gens du littoral et de diplomatie. Un gros programme, Allez, générique. Notre affaire débute au crépuscule du XVe siècle, alors qu'un navire quitte un port de l'Angleterre d'Henri VII. Vous savez, c'est le fameux premier souverain de la dynastie des Tudors. Il obtient le pouvoir après 14 ans d'exil, en Bretagne. Tiens. Pour ce faire, il se présente comme une alternative crédible au très impopulaire Richard III. Tout à fait. Au moment de l'établissement de notre voyage, c'est un pouvoir victorieux qui marque une véritable renaissance après 30 ans de guerre. En seulement 4 ans de règne, l'économie du royaume à la rose s'extirpe du marasme. Cela dit, le nouveau roi peine à montrer sa légitimité politique et se retrouve contraint d'éliminer le jeune Édouard, comte de Warwick, qui est le dernier descendant mâle issu des Plantagenets. Édouard de Warwick. Warwick, comte de Warwick. Sa Majesté le Roi a ordonné que vous soyez emmené à la Tour de Londres. Non, vous n'avez pas le droit, il n'a rien fait de mal, non, laissez-le. Tété, Maggie, allez. D'accord, il y a de l'ambiance quoi. Et on sait d'où il part ce navire sinon ? On ne sait pas précisément. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'il charge une cargaison de draps. Et ce n'est pas du tout un hasard puisque c'est vraiment l'époque de l'explosion de la production de laine et des draps en particulier puisqu'il s'agit du principal dérivé. Depuis la fin du Moyen-Âge, la draperie anglaise est florissante grâce aux abondantes laines de qualité. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, l'Angleterre est la place majeure de l'Europe du Nord-Ouest. On y exporte beaucoup de minerais et à plus de 80% des laines ou des draps de laine brute, souvent à destination des Pays-Bas espagnols. En échange, l'Angleterre importe du vin du sud-ouest de la France, mais aussi des textiles de luxe,
comme de la soie, des produits de teinture et surtout des produits manufacturés européens, comme des vêtements, des tapisseries ou des miroirs. Dans l'affaire qui nous intéresse, le navire repart de Morlaix avec des toiles. Le tout estimé au minimum pour 3500 livres. Si je comprends bien, il vient avec des draps et repart avec des toiles, c'est ça? Et oui, il faut bien regarder la différence. Au XVIe siècle, les draps fins, parfois désignés comme lainage, forment le gros de la production en Angleterre. C'est un tissu très lourd, épais et résistant. La qualité du tissu se mesurait à sa finesse, mais on se préoccupait aussi de la tenue du fil. Ce sont globalement des productions rurales, souvent féminines. Oui, mais attention. Il faut aussi garder à l'esprit que cette activité est organisée et encadrée par les drapiers. On sait, par exemple, que les drapiers du Kent s'occupent eux-mêmes du lavage et du triage. Mais on ignore s'ils cardaient la laine ou s'ils laissent cela aux femmes et aux enfants. Aux enfants, rien que ça. Et tout à fait, le travail des enfants n'est pas un privilège du 19e siècle. Loin de là. Dans le monde rural, c'est même une nécessité vitale. On estime qu'à la campagne, filles et garçons sont capables de gagner leur vie à partir de 7 ans. Donc on les pensait assez développés biologiquement pour travailler? Psychologiquement plutôt. On a bien conscience que physiquement c'est pas encore ça. Encore que, leur petite taille peut servir dans certaines circonstances, comme sur les métiers à tisser ou dans les mines. Mais concrètement, oui. On pensait qu'ils étaient en mesure de faire les mêmes travaux que les adultes. Alors hop, au boulot! Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, hey ho, hey ho, hey. Bref, quoi qu'il arrive, artisans, paysans, en ville comme à la campagne, rémunérés ou non, les enfants participent alors activement à l'économie familiale. Faut bien la gagner, sa croûte. Donc, pour en revenir au drap, une bonne part de l'activité de transformation du textile se faisait aussi en milieu urbain, et ce, à temps plein. D'accord, donc ça, c'est pour les draps anglais. Mais qu'en est-il du côté des toiles bretonnes? Les toiles de Bretagne embarquées à Morlaix sont de fines toiles de lin, tissées dans la région de Quintin, mais aussi aux alentours, comme c'est le cas depuis le XVe siècle. La péninsule bretonne est l'une des premières provinces de production toilière à l'époque. Et c'est avant tout un produit destiné à l'export. Les graines de lin sont importées des ports baltes et distribuées sur toutes les côtes du nord de l'Europe par cabotage. Le cabotage est une pratique de commerce qui se pratique près des côtes, de port en port, en allant peu en haute mer. La fibre est ensuite cultivée dans l'arrière-pays et transformée à proximité. Le tissage est donc organisé par les marchands qui exportent ensuite les toiles depuis les ports bretons vers les Flandres, l'Espagne ou encore l'Angleterre. Waouh! C'est une véritable mondialisation avant l'heure. Et tu ne crois pas si bien dire. Par exemple, quand ce sont les marchands espagnols, en général, ils achètent en Bretagne pour réexpédier ensuite dans le Nouveau Monde. Un des témoins dans la procédure qui nous intéresse précise encore davantage les marchandises chargées depuis le port breton. Ainsi, l'inventaire fait état de 83 fardeaux de toile, aussi fut trouvé 20 pièces de toile d'Olonne, 17 aulnes de satin, 3 pièces de camelot. On a donc bien une majorité de toiles et il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Enfin, quand je dis pas de surprise, si, peut-être un peu. Dans le cas présent, il s'agit d'Olonne, soit des toiles à voile réalisées en chanvre. C'est le produit star du duché de Bretagne à cette époque. Et c'est une production locale également? Oui, ces toiles sont tissées à Locronan dans l'actuel Finistère. Avec le lin, le chanvre est très cultivé dans les régions humides de l'ouest de l'Europe. Et la situation géographique exceptionnelle de la Bretagne en fait un pôle de production majeur. Oui, petite voix, je te vois rigoler là au fond. Mais non, rien. Enfin, je suis sûre que t'étais à 2 doigts de faire une blague sur la météo en Bretagne. Oh, c'est pas mon genre, Non, vraiment. A-t-on déjà vu un Normand critiquer le climat breton, Non, bon, bah voilà. De fait, Morlaix fait partie des pays du Grand Ouest du Royaume de France qui sont au cœur de la production et de l'export de textiles à cette époque. Dans la cargaison, on trouve aussi du satin, C'est-à-dire une étoffe de soie fine. qui est particulièrement brillant et luxueux. Le satin est obtenu grâce aux cocons de bombix du mûrier, qui sont ébouillantés et dévidés. C'est une conception qui nécessite de nombreuses étapes bien précises. Au début du XVIe siècle, la soie brute vient encore d'Orient, puisque les premières tentatives d'élevage des vers à soie ne sont réellement en place qu'au début du siècle suivant. Ce qui en fait un produit de luxe par excellence, puisque difficile à obtenir. Tout à fait. Il pourrait en être de même pour les camelots.
À l'époque, cela désigne plusieurs types d'étoffes, dont certaines peuvent venir de loin et d'autres sont beaucoup plus courantes. Au XVe siècle, il semble que cela corresponde à un tissu de laine de mouton à l'aspect proche du satin de laine, alors qu'en Angleterre, c'est plutôt une étoffe ordinaire avec un lainage grossier. Ah oui, donc c'est relativement difficile d'être certain. Les petites quantités présentes dans le navire suggèrent plutôt un produit de luxe dans ce contexte. Mais effectivement, on ne peut pas être sûr et certain. Et c'est plutôt normal de trouver plusieurs types d'étoffes dans une même cargaison, parce que je me disais qu'en théorie, l'idéal serait de prendre une seule marchandise pour améliorer la gestion du stock à bord. Oui, c'est assez attendu en fait. À cette époque, on rencontre souvent des assortiments de produits qui peuvent venir de régions avoisinantes ou de l'autre bout du monde parfois. Ce phénomène se renforce encore à mesure qu'on voit apparaître des innovations dans les produits proposés. Par rapport au commerce actuel, cela paraît vraiment aller à contre-courant. En fait, pas tant que ça. Attends, je m'explique. Depuis le XVe siècle, les marchands anglais savent qu'ils vont pouvoir écouler aisément les toiles. Mais ils doivent être en mesure de proposer à côté des tissus haut de gamme qui visent un plus petit débouché. En général, les exportations de toiles bretonnes vers l'Angleterre se faisaient de port à port, c'est-à-dire en caravane, comme le souligne l'historien Jacques Bottin. Ce qui sous-entend que c'est un marché qui dépend probablement moins de Londres par rapport à d'autres. Et c'est l'idée. On a sans doute trop négligé l'importance des toiles bretonnes qui passent moins par la capitale anglaise que celles de Rouen, qui y sont totalement omniprésentes. Cela dit, on sait aussi qu'un demi-siècle avant l'affaire qui nous intéresse, Londres absorbe déjà la moitié du commerce de draps exportés. Alors que cela représente les 2/3 des exportations totales du royaume. C'est dire l'hypertrophie londonienne déjà à l'époque. En matière de commerce de draps, les ports d'Exeter, d'Ipswich et de Colchester disputent une bonne part du marché à Londres. Donc nos marchands anglais pourraient être issus de ces ports des côtes sud et sud-est anglaises. Vous l'avez compris. Pour les Bretons, mais aussi pour l'ensemble des marchands de l'Europe du Nord, à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, les Anglais sont un partenaire indispensable. D'ailleurs, dans notre procédure, des capitaines indiquent faire régulièrement le voyage vers l'Angleterre, et ce, même en temps de guerre. Comme lors de la guerre de Bretagne de 1465 à 1491, durant laquelle les deux couronnes sont alliées, mais aussi lors de la guerre civile des Deux Roses. Oui, mais les Bretons et les Anglais ne sont pas en guerre, donc c'est logique. D'accord, mais Bretons comme Anglais ont un voisin un tout petit peu envahissant. Vous savez là, les Français, qui en temps de guerre n'ont pas forcément l'habitude de laisser le commerce aller et venir tranquillement. Mais on est chiant, on laisse jamais les gens tranquilles en fait. L'histoire de France à travers les siècles nous a prouvé le contraire, je crois. Il y a des gens qui méritent la vérité et d'autres pas. Toutefois, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, le voyage en mer impose un rythme et des conditions de vie particulières pour les gens de mer. La notion de gens de mer se rencontre dès le XIVe siècle dans la chronique de Froissart, par exemple. On peut entendre la notion de gens de mer au sens large. Cela inclut alors les gens de navire, comme les capitaines par exemple, mais aussi les gens dans les ports. On peut aussi ajouter les marchands ou les négociants qui vivent du commerce maritime, et ce sans réaliser physiquement le voyage en mer. Et à Morlaix, les gens de mer constituent l'essentiel des forces en présence, je suppose. Et oui, qu'il s'agisse de pêcheurs, de matelots, de marchands ou de maîtres de navire, on peut estimer qu'ils sont surreprésentés et intègrent totalement la communauté urbaine. Mais sans forcément jouer un rôle politique majeur. C'est variable en fait d'un endroit à un autre. Et en Bretagne, les gens de mer peuvent s'exprimer? Ils ont une place réelle? À Morlaix, comme dans d'autres petites villes littorales, on sait que l'élite urbaine est très resserrée sur elle-même à l'époque, ce qui empêche quelque peu la promotion politique du monde marchand. Comme à Vitré, les marchands ont donc du mal à percer pour occuper une place qui leur est propre. Alors que c'est une cité marchande avec un rôle international, et ce, même si le port dépend directement de l'activité de Saint-Malo. Bon, très bien, mais concrètement, ça donne quoi d'avoir une communauté de gens de mer importante dans une ville? Dans un port normalement constitué, les gens de mer forment entre 40 et 60% de la population. Ce qui n'est vraiment pas rien. Ce n'est pas rien, mais à l'échelle du royaume, par contre, ils sont totalement minoritaires. Toutefois, si on se concentre sur le personnel navigant, d'après Alain Cabantous, on serait davantage vers 10% de marins dans une ville portuaire comme Morlaix. Oui, mais attention, c'est variable en fonction des espaces et du temps. Et la majorité des gens de mer ont la particularité d'habiter en ville ou proche des villes. Mais attention, encore une fois, il faut tordre le cou à une idée reçue. Toute personne vivant près de la mer n'est pas un navigateur en puissance. C'est bien plus compliqué que ça. Sur l'île de Ré ou d'Oléron, par exemple, la population navigante y est très réduite. De fait, en histoire, il faut oublier le déterminisme.
Il en est de même pour les gens vivant proches du rivage. Ils bénéficient potentiellement de l'estran et donc des effets bénéfiques de la marée, ce qui permet d'évacuer le risque de famine. Mais ils ne sont pas forcément des gens dont l'activité repose totalement sur la mer. Dans une ville installée en fond d'estuaire, comme c'est le cas pour Morlaix, le rapport à la mer peut être très variable. Entre un bourgeois et un charpentier de navire, et plus encore entre un pêcheur et le laboureur du village côtier, la relation à la mer demeure très différente, non seulement en fonction de son activité, mais aussi en fonction de sa dimension biographique. Il y a différents rapports à la mer et les hommes du temps ne le vivent pas de la même manière, évidemment. Les matelots, par exemple, passent la moitié de leur vie en mer. Et le reste du temps, ils vivotent avec des métiers qui n'ont parfois strictement rien à voir. Et c'est sans compter sur les désertions et les abandons des métiers de mer. Oui, et imaginez maintenant les femmes de personnel navigant qui passent une bonne part de leur existence seules dans l'attente d'un retour. Imaginez un peu l'angoisse pour elles. Surtout quand on sait que les pêcheurs notamment meurent généralement avant 30 ans, ce qui montre bien les difficultés du métier et qui oblige à un fort renouvellement des équipages. Et de manière générale, les gens de mer ont un mode de vie précaire. On sait qu'au XVIIIe siècle, la moitié des gens de mer décèdent loin de leur port d'attache. Et rien ne laisse à penser que c'était mieux à la fin du XVe siècle. Vous imaginez un peu la situation ? De fait, il existe une véritable hiérarchie en fonction du poste occupé et des compétences. De l'officier au long cours jusqu'au pilote, en passant par le gabier. Mais c'est aussi le cas en fonction du type d'activité pratiquée. Pêche, cabotage, commerce international et j'en passe. Toutefois, quoi qu'il arrive, pour le marin, la vie à bord est inconfortable, marquée par la promiscuité, l'humidité et l'insalubrité. Pour le voyage qui nous intéresse aujourd'hui, les documents précisent même qu'en plus du personnel navigant, le navire comprend une véritable ménagerie. Ah oui, on peut même y trouver chat, chien ou coq. Non mais des coqs! Aussi surprenant que cela puisse être, l'idée est de lutter contre les rongeurs et de compléter l'alimentation. Mais effectivement, cela peut aussi favoriser l'émergence de maladies infectieuses. Et c'est sans compter la mauvaise qualité des réserves d'eau douce qui peuvent vite tourner au vinaigre, sans mauvais jeu de mots. Typhoïdes, typhus ou scorbut, pour ceux qui pratiquent les très longs voyages, peuvent faire des ravages et les navires font rarement des escales pour évacuer les malades ou les blessés, ce qui peut conduire à des amputations. Je parie qu'il te faut plus de 43 secondes. Une livre que je l'ai fait en 29. Quand est-ce que t'as une livre en poche, toi? J'en aurai une quand t'auras perdu. Messieurs, le docteur Steed ici présent semble penser que je ne peux pas amputer cette jambe en moins de temps que son record qui est de 43 secondes. Eh bien moi, je ne suis pas de cet avis. Monsieur Champflower, vous allez vivre les pires 30 secondes de votre vie, mais je vous promets de faire aussi vite que je le pourrai. Songez à votre plus beau souvenir. Et ne pensez à rien d'autre. À vos chronomètres! Combien de temps? Tu l'as fait en 28 secondes! 28 secondes, messieurs! Ça donne une vision bien pessimiste tout ça. Sauf que le monde des marins, c'est un univers difficile, que les Bretons maîtrisent à merveille. Ils sont particulièrement habitués à la navigation du Bordelais à la Flandre, et il faut compter sur eux dès lors qu'on envisage de commercer dans cet espace. Et j'imagine qu'en raison de leur position géographique, la liaison trans-Manche est bien maîtrisée. Les marins bretons sont parfaitement habitués aux ports anglais des Cornouailles et du Devon. Mais au printemps et à l'été, ils assurent aussi des rotations de sel vers la Zélande, et de vin depuis Bordeaux à l'automne. Du coup, Exeter apparaît vraiment comme le meilleur candidat, puisqu'on est au cœur de la zone. Et ce d'autant plus qu'on est dans la partie la plus fréquentée par les Bretons en Angleterre. D'ailleurs, le nom même du navire pourrait être un indice. Le Christopher du Lyme pourrait renvoyer à un armateur originaire de la baie de Lyme, située à une quarantaine de kilomètres d'Exeter. Si tout cela semble aller dans le sens d'une identification possible du port d'attache, cela ne nous dit strictement rien sur le port de départ lors de ce voyage. Ça reste un indice, mais rien de plus. Les marins bretons sont aussi de toutes les aventures au long cours,
et sont parmi les pionniers à s'engager sur les routes de Terre-Neuve. Bref, vous cherchez des bons marins habitués au commerce ou pour aller à l'autre bout du monde connu? Les Bretons répondront présent, dès lors que vous pourrez les payer. Cela dit, quelle que soit l'origine des marins et leur expérience d'une route ou d'une autre, tout voyage en mer demeure risqué et dangereux. Ainsi, bien que de courtes distances, la traversée de la Manche nécessite des conditions météorologiques favorables. Puisqu'il faut des vents portants et bien établis pour s'élancer en mer. La navigation est souvent considérée comme plus aisée en passant par Calais, mais ce n'est pas le plus logique en partant de Morlaix, évidemment. D'Exeter à la Bretagne, par exemple, c'est un peu plus de 240 km. Contre 10 fois moins entre Douvres et Calais. C'est clairement pas le même bouillon. Avec une telle distance, le temps de traversée est évidemment difficile à anticiper, y compris sur des itinéraires réguliers et comparables. Dans le cas qui nous intéresse, on peut penser que le navire le Christophe de Lymes part d'Angleterre à la fin de l'année 1499, probablement vers le mois de novembre. En plein hiver donc. Le texte dit qu'il fait environ 25 tonneaux. C'est beaucoup? Non, c'est assez faible. Ça confirme la piste d'un petit bâtiment de mer adapté au cabotage. Les navires de plus grande portée comme les brigantins en Méditerranée sont généralement préférés pour les lignes plus lointaines. Pour 25 tonneaux, c'est une barque. Et on s'attend à un équipage de seulement 3 à 5 hommes, comprenant un maître, des matelots et un garçon d'équipage. Si je comprends bien, on va à l'économie pour le personnel navigant. Et ce, même pour les voyages en hiver. Les armateurs cherchent souvent à multiplier les voyages, ce qui implique une navigation hivernale. On s'expose alors en particulier aux tempêtes qui peuvent obliger à faire escale et peuvent éventuellement retarder le voyage de plusieurs jours. C'est parti. Oh, il y a de l'orage dans l'air. Une tempête. Oh, ça passe ou ça casse, c'est pendant ce temps-là, je bois la trace. Oh non. Oh. Si je pouvais faire le temps. Oh, dépêche-toi de remonter à bord. Voilà, tu peux lâcher, c'est bon. Oh, par toute cette tisse. Ça va se calmer, tu crois? Le vent se renforce encore, il nous pousse vers le couchant. Ah, moi je pense que c'est le sud-ouest. Accroche-toi, le courant nous fait dériver. Attention à la vague. Amène la voile. Non, bordel. De plus, la navigation le long des côtes bretonnes est connue pour être difficile, notamment en raison de récifs qui provoquent des courants violents. Cela dit, contrairement à une idée reçue, la mer de la Manche n'est pas anormalement dangereuse en Europe du Nord. En tout cas, même si on ignore le temps de trajet, l'allée semble se dérouler correctement. Et le navire anglais reste 15 jours au quai de Morlaix pour charger et embarquer de nouvelles marchandises. Pour faire ce genre de trajet, et même s'il n'y a pas de voyage en mer sans risque, on dispose de certains outils. Dès le XVe siècle, les marins maîtrisent parfaitement la navigation à l'estime, c'est-à-dire l'instinct. Comme de Douvres à Calais par exemple, où la navigation peut se faire à vue pratiquement de bout en bout. C'est ça, techniquement en connaissant bien les lieux, il est possible de se passer de compas, de sondes, de cartes, voire même de tout calcul de marée. Sauf que pour traverser la Manche, c'est un peu osé d'y aller à l'estime, non? Franchement, ils sont capables d'aller sur les bords de Terre-Neuve en se dispensant de cartes marines. Alors clairement, oui, c'est possible. Oh non. Le compas de mer, ou autrement dit la boussole, pourrait être utilisé par exemple. Ce serait d'ailleurs plutôt prévoyant dans les mers du Nord. Et ce, d'autant plus parce qu'elle devient courante au XVe siècle. Mais c'est surtout utilisé en haute mer. Par contre, le sablier est une option crédible. Il est bénéfique pour rythmer la vie à bord. Oui, mais c'est pareil. C'est pour eux un trajet courant et c'est clairement pas sûr qu'ils embarquent un tel instrument à bord. Par contre, la sonde, ce n'est clairement pas impossible si vous visez d'approcher les côtes bretonnes. C'est souvent utile pour éviter de s'échouer ou de s'éventrer sur les récifs. Cela dit, un tel voyage apparaît si courant qu'il nécessite peu de personnel et peu, voire pas du tout d'instruments. D'ailleurs, un habitant de Morlaix souligne cette habitude de voir des bateaux anglais dans le port. Aussi que les marchands du dit pays d'Angleterre ont de coutume longtemps à hanter en ce dit pays de Bretagne marchandement, et y apportent des draps, étains et autres marchandises aux grands biens et utilités de ce dit pays. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à un voyage en mer, tout ce qu'il y a de plus classique, et qui apparaît relativement peu risqué à l'époque. Bien que tout le monde sache très bien, parmi les gens de mer, qu'il n'y a pas de voyage sans risque évidemment. Toujours est-il qu'à la toute fin de décembre, le bateau marchand arrive au port de Morlaix.
Après avoir franchi l'estuaire de la rivière de Morlaix à marée haute, au fin fond de celui-ci, les marins découvrent avant tout une petite cité fortifiée. Mais bien fortifiée. À cette époque, la ville est prospère, donc on entretient encore les murailles convenablement. Enserrée par 2 rivières, Morlaix c'est 4 à 5 000 habitants à la fin du XVe siècle. L'ancien château, devenu totalement indéfendable, domine la ville de plus d'une vingtaine de mètres. Tant et si bien que le développement urbain ne peut plus se faire que dans les faubourgs qui se tiennent au flanc des collines. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de représentations anciennes de Morlaix, sauf peut-être cette huile sur toile. On y voit au premier plan le déversoir du moulin ducal, puis 2 entrées de ville closes. Au second plan, on découvre le clocher de Notre-Dame-du-Mur. Et enfin, tout au fond, on distingue la silhouette du château. Ce tableau est ce que l'on appelle un ex-voto. Un quoi? De quoi tu parles? Un ex-voto est une offrande faite à Dieu, en signe de reconnaissance. On en trouve souvent dans les églises et les chapelles près des mers. Dans ce cas, il s'agit d'un tableau. Dans le monde marin, c'est une pratique fréquente qui souligne les dangers encourus. Ah, d'accord. En gros, on est confronté à une tempête en pleine mer et pour fêter sa survie, on offre un tableau à l'église. Oui, hein. Bon, après, des fois, c'est plus simple. Et on offre simplement le baril qui nous a permis d'éviter la noyade. Bon, d'accord, c'est moins classe, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Bon, revenons à nos moutons, ou plus exactement à nos bateaux. Lorsqu'un navire anglais arrive à Morlaix, il est presque chez lui. Rassure-moi, tu dis ça parce que le port compte 165 cabarets en 1491. Oh, bien vu, non, c'est dur pour les Anglais, mais c'est pas faux. Mais non, raté, c'est pour une toute autre raison. Du coup, je vois pas trop. Sauf erreur de ma part, la cité a dû se soumettre à l'armée française. C'est vrai. Mais au printemps 1492, le capitaine de la cité participe au complot breton contre le roi de France. Et à cette occasion, Morlaix devait être livré aux Anglais. Tant et si bien que la ville n'a plus d'artillerie en 1495 et est laissée sans défense. Non mais, un complot breton. Un complot breton. Toujours est-il qu'à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, les marchands locaux commencent à bâtir des fortunes importantes, basées justement sur le commerce des toiles. Ils en profitent pour commencer à restructurer l'espace urbain en se faisant construire des demeures avec de magnifiques façades. Ils se construisent donc de véritables manoirs urbains, destinés à accueillir les marchands étrangers qui viennent acheter leurs marchandises. La classe quand même. Ainsi donc, les grands négociants de Morlaix et leurs commissionnaires sont en lien constant avec le reste de l'Europe. Ce qui induit des stratégies matrimoniales tout à fait particulières. Il en est de même pour leurs placements financiers, fonciers ou leurs achats de seigneuries, qui suivent une logique différente de ce que l'on peut rencontrer par ailleurs. En somme, vous l'aurez compris, Morlaix est un microcosme, un monde à part. Et c'est à l'issue de ce voyage aller qu'on va s'arrêter pour ce mois-ci. On se retrouve la prochaine fois pour la seconde partie et l'analyse de ce magnifique texte. Tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.